l'objectif du coaching, c'est de vous préparer à passer la certification Terraform, qui est une certification qui est pas mal demandée en ce moment sur le monde du cloud DevOps en général. Et je pense que passer cette certification peut être un très gros avantage pour vous par la suite, si vous devez passer des entretiens ou si vous devez chercher du travail par la suite. Donc, je pense que tout le monde voit mon écran. Alors, donc, au programme, ce dont on va parler aujourd'hui, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas un peu Terraform, tout ce qui est l'IAC, je vais vous faire un petit rappel. Qu'est-ce que l'IAC et qu'est-ce qui est Terraform? Donc, on va faire bien évidemment un focus sur Terraform. Ensuite, je vais vous parler de la certification Terraform du coaching. Ensuite, on va déployer une application à partir de zéro. Donc, on va déployer une application serverless entièrement gérée avec Terraform qu'on va déployer sur mon compte AWS. Déjà, vous devez vous demander qui je suis. Alors, moi, c'est Mohamed El Mouktar Haïdara. Je suis senior DevOps ingénieur. J'ai 5 certifications AWS. J'ai aussi passé les certifications de Terraform et GitLab. Donc, GitLab, ça date un peu. J'ai à peu près 8 ans d'expérience dans le domaine du cloud, tout ce qui est DevOps, automatisation. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Twitter. J'ai un compte GitHub aussi sur lequel j'ai pas mal de projets. J'ai aussi un blog sur lequel je parle un peu de tout et rien, donc tout ce qui est en lien avec le cloud, l'automatisation. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon blog. Alors, pour mon parcours, je suis né, j'ai grandi au Mali. J'ai eu mon bac scientifique en 2012. Ensuite, je suis venu en France. J'ai fait Lyon 1, l'université Claude Bernard. J'ai fait 2 ans de licence Math Info. Ensuite, en 2014, j'ai fait le concours de l'INSA Lyon, où j'ai fait 3 ans là-bas. Et en dernière année, j'ai fait 6 mois en Suède, à Chalmers, pour un peu apprendre l'anglais et voir un peu autre chose. Donc, en termes d'expérience professionnelle, j'avais d'abord commencé mon premier stage chez Oracle. Ensuite, j'ai fait le groupe Casino EDF. Ensuite, dans le monde professionnel, même, je suis passé par Devoteam en tant que consultant. Donc, en tant que consultant chez Devoteam, je suis passé par plein d'autres entreprises, donc Veolia, Airbus, Yacht et maintenant Checkout.com. Donc là, je travaille chez Checkout.com. Je m'occupe en fait de toute notre stratégie de déploiement sur AWS, notamment le processus de déploiement zéro downtime pour ne pas qu'il y ait d'interruption de service. Donc, tout ce qui est optimisation du coût de notre infrastructure, donc je mets en place des outils pour pouvoir gérer le coût. Donc, pour vous parler un peu de la boîte, c'est une boîte qui est dans la FinTech. On propose en fait des solutions de paiement pour nos clients. Donc, l'équipe dans laquelle je suis, c'est surtout du B2B. Par exemple, les gens qui utilisent nos services peuvent créer des cartes bancaires virtuelles avec nos API. Donc, plus besoin d'avoir des cartes bancaires physiques. Donc, tout est maintenant digitalisable, on va dire. Donc, c'est des problématiques sur lesquelles je travaille avec de forts enjeux sur la sécurité, parce qu'on gère les données bancaires des gens, on gère l'argent des gens. Donc, côté sécurité, on est très, très strict là-dessus. Donc, quelques-uns de mes projets que vous pouvez trouver sur GitHub, il y a un qui s'appelle Ansible Playbook Grapher qui permet en fait de générer des graphes à partir de vos playbooks Ansible. Bon, pour ceux qui connaissent un peu Ansible, donc on peut générer des graphes en SVG ou en Mermaid avec. Donc, c'est un projet qui est plutôt populaire, on va dire, avec 650 stars et 55 fois à ce moment. J'ai aussi un autre projet de Terraform qui permet en fait de déployer un Jenkins 2.0 avec Terraform, de configurer les agents aussi de Jenkins, ceux de manière totalement automatisée sur AWS. Donc, j'ai aussi un autre projet où je parle en fait d'un service mesh, c'est un service AWS qui s'appelle AppMesh, qui permet en fait de faire du chiffrement bout en bout. Donc, si vous avez besoin de faire ça, donc j'ai aussi écrit un blog là-dessus pour les plus curieux. Donc, ça c'est quelques anciens projets que j'ai fait à l'école. Dernièrement, je suis en train de m'essayer à faire du Rust. C'est un langage de programmation assez récent qui est très particulier, on va dire. Donc, ça, c'est pour vous parler un peu de moi, on va dire. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, n'hésitez pas après à poser des questions dans le channel. Je pense qu'on va certainement prendre les questions à la fin, mais n'hésitez pas aussi. Alors, déjà, l'IAC, c'est quoi? Donc, quand on parle d'IAC, il faut savoir que
c'est avant tout une manière de gérer de l'infrastructure informatique à partir du code. Donc, on va éviter d'aller cliquer dans la console AWS ou plein d'autres outils pour créer les ressources à la main. Ou aussi, on va éviter de faire des scripts Python, Bash, etc., qui vont aller créer des ressources pour nous. On peut le faire, mais il y a des outils dont le but principal, c'est ça, et qui sont mieux à même de gérer ça pour nous. Donc, comme je disais, au lieu de faire du ClickOps, comme on va dire, on va gérer des outils qui vont gérer tout ça pour nous. Donc, la plupart des outils d'IAC, dont Terraform, l'idée, c'est quoi? Je veux une base de données, je veux une machine EC2. Je lui dis, tiens, je veux une machine EC2. Donc, c'est lui qui va faire le nécessaire pour aller créer cette machine-là, cette lambda fonction ou peu importe. Donc, ce n'est pas moi qui vais utiliser les API des différents providers cloud ou d'autres outils. Donc, c'est l'outil qui va faire ça pour moi. Donc, l'outil est à mesure de dire, ah tiens, Mohamed a écrit ça dans son code, je vais vérifier, est-ce que cette ressource-là, cette machine-là existe ou pas. Si la machine n'existe pas, l'outil va créer ça automatiquement pour nous. Donc, c'est ça qu'on va voir par la suite quand je vais vous faire une petite démo de Terraform. Donc, il y a plein d'avantages à faire de l'IAC. Donc, un des gros avantages, c'est d'automatiser toute la création de notre infrastructure et avoir en fait une certaine industrialisation. Dans la mesure où je peux écrire mon code, je vais le déployer N fois, je sais que j'aurai toujours le même résultat. Donc, ça fait que le taux d'erreur est assez faible parce qu'il n'y a pas d'action manuelle qui est en train d'être fait pour créer les ressources. Ça fait que sur certains clouds, un petit projet, on peut se retrouver avec des cinquantaines de ressources à gérer sur AWS. Imaginez si on devait créer tout ça à la main et avec 3 ou 4 environnements dev, QA, sandbox, prod, ça devient très difficilement gérable. Donc, le fait qu'on ait du code, on peut aussi stocker ça dans un dépôt Git. Donc, on a une certaine traçabilité by design, on va dire. Ensuite, comme c'est du code, je peux déployer le même code. Donc, j'ai une certaine reproductibilité de mon projet sur différents environnements. Donc, je peux déployer la même chose 100 fois, 50 fois, sans que la charge de travail augmente de manière exponentielle avec le nombre d'environnements que j'ai à gérer. Et aussi, comme c'est du code, je peux facilement partager. Donc, je peux modulariser ou créer des composants que d'autres personnes peuvent utiliser. Aussi, ils peuvent contribuer à ça. Donc, quand on fait de l'IAC ou du DevOps de manière générale, le principe est le suivant. Donc, j'ai le développeur tout à gauche qui crée son code, qui code. Ensuite, qui va pousser sur Git. Donc, ça peut être du Python, React, peu importe. Donc, à côté, dans le même projet, par exemple, j'ai aussi l'infrastructure. Donc, si je suis sur GCP, ça peut être mes conteneurs. Si je fais du Kubernetes, peu importe, je mets tout ça dans le même projet. Donc, quand je vais pousser ça, il y a la pipeline qui va se déclencher, qui va construire mon image ou builder mes jars, peu importe, qui va pousser ça quelque part. Ensuite, c'est aussi la pipeline qui va prendre l'infrastructure as code, qui va le déployer. Donc, il peut le déployer sur différents environnements. Donc, sur cette image-là, on a développement, staging et production. Donc, ça, c'est l'idée générale quand on fait du DevOps et quand on fait de l'IAC en particulier. Ensuite, Terraform n'est pas le seul outil du marché, mais c'est quand même le plus utilisé, le plus connu avec une très grosse communauté. Donc, c'est un peu Terraform qui a un peu bouleversé le monde de l'infrastructure as code. Mais avant Terraform, il y avait d'autres outils comme CloudFormation dont je vais parler tout à l'heure. Donc, il y a d'autres outils qui sont cloud agnostiques, qui ne dépendent pas d'un cloud provider ou qui ne sont pas fournis par un cloud provider. Donc, il y a Pulumi. Donc, avec Pulumi, on écrit en fait du code dans les langages que l'on connaît. Donc, ça peut être du Java, Python, Go. En fonction du langage dans lequel vous êtes à l'aise, Pulumi peut être aussi un choix que vous pouvez considérer. Donc, il y a aussi CloudFormation. Donc, ça, c'est le service fourni par AWS, donc qui est très focus sur le cloud AWS du coup. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour faire du multi-cloud ou pour autre chose. Bon, techniquement, on peut, mais ce n'est pas fait pour ça. Donc, il y a CDK. Donc, CDK, c'est un peu comme Pulumi. Donc, c'est du code Python, Java qu'on va écrire. Donc, qui peut déployer des ressources sur AWS.
Après, il y a des variantes du CDK, notamment CDK-TF, qui permet de faire du Terraform avec du CDK. Bon, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est sûr que cela existe. Il y a aussi Ansible. Ansible, c'est un peu à part. C'est des outils qu'on utilise en fait pour configurer des serveurs. Si je veux installer, je sais pas, Apache, Nginx ou MySQL ou créer des utilisateurs sur des serveurs, donc un des outils que les gens utilisent beaucoup maintenant, c'est Ansible. Il y a d'autres outils qui sont dans la même catégorie comme Chef et Puppet. C'est une autre philosophie, c'est une autre manière de faire. Donc Terraform n'est pas adapté pour aller configurer des serveurs. Il peut créer des serveurs, mais c'est généralement pas à lui de le faire. Il peut le faire, mais il y a des outils mieux adaptés. Donc ça, c'est pas la liste de tous les outils d'IAC que l'on retrouve. Pour ceux qui font de l'Azure, ils ont leur équivalent, je crois que ça s'appelle Bicep. Ce n'est pas un outil que je connais personnellement, mais sachez que cela existe. Maintenant, en parlant un peu plus de Terraform, déjà, il faut savoir que Terraform, c'est créé par une entreprise qui s'appelle HashiCorp, c'est écrit en Go. Ça ne veut pas dire qu'on doit coder en Go pour faire du Terraform. Loin de là, il a sa propre syntaxe, sa propre manière de faire. Donc, si je dois résumer le framework Terraform, disons que c'est un framework qui fournit une machine à état pour gérer des ressources. Ça peut être des ressources sur GCP, GitHub, peu importe. Terraform est en mesure de le faire dans la mesure où il y a des providers qui existent. Je vais vous parler des providers tout à l'heure. Donc, sans aucun doute, c'est le plus populaire du marché. C'est l'outil que vous allez retrouver un peu partout. Comme je disais, ce n'est pas le seul. Mais miser sur Terraform, il y a très peu de chances qu'on se rate de nos jours. Après, dans le monde du cloud DevOps, tout évolue très vite. Donc, il faut quand même rester ouvert à tout ce qui se passe. Et néanmoins, aujourd'hui, Terraform reste incontournable. Donc, on voit cela dans la grosse communauté qu'il y a derrière Terraform, des centaines de providers qui existent, des modules avec lesquels on peut tout faire. Donc, c'est ça vraiment qui fait la puissance du Terraform, c'est les providers qui existent. Donc, il y a une grosse communauté derrière qui maintient ces providers-là. Donc, quand je fais du Terraform, mon code, en fait, je l'écris en ACL. Donc, ça s'appelle le HashiCorp Configuration Language. Donc, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc, ce n'est pas un langage de programmation tel qu'on le connaît. C'est un langage déclaratif, en fait. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on a un langage commun qui est facile à lire et facile à comprendre. Donc, ça peut faciliter la collaboration sur de gros projets où il y a peut-être des gens qui sont plus à l'aise avec Go, d'autres en C#, d'autres en Java, d'autres en Python. Donc, s'il y en a sur d'autres frameworks tels que Pulumi, il faut que tout le monde se mette d'accord plus ou moins sur le langage qu'il faut utiliser. Et ça, dans de grosses entreprises, ça peut être assez compliqué. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas un vrai langage de programmation et quand on veut faire des choses assez poussées, en fonction des environnements, on peut rencontrer certaines limites. Donc, il faut aussi prendre ça en compte, mais cela n'empêche qu'il y a peut-être des milliers de personnes, des milliers d'entreprises qui font du Terraform tous les jours. Donc, quand vous faites du Terraform, il y a quelques commandes qu'il faudra connaître de base. Donc, ça, c'est le init. Donc, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc, quand je lance le init, j'initialise mon projet en local. Donc, ça va télécharger plein de plugins. Donc, quand je veux voir les modifications que Terraform va faire, donc je lance ce qu'on appelle le plan. Le plan, c'est quoi? Je dis juste à Terraform, regarde mon code, regarde ce que tu as déployé, tu me dis, ce que tu vas faire. Donc, ça permet en fait de voir à l'avance qu'est-ce que Terraform va faire. Donc, si je suis d'accord ou pas, je peux annuler l'action ou faire des modifs jusqu'à avoir un plan d'exécution qui me va. Donc, si je suis OK avec mon plan, je peux faire un Terraform apply qui va prendre le plan d'exécution et qui va l'exécuter en fait. Donc, c'est le apply qui fait vraiment le déploiement. Donc, pareil, une fois que j'ai déployé, peut-être qu'à un moment donné, j'ai envie de supprimer toutes les ressources. Et là, on a une commande pour ça qui s'appelle Terraform Destroy. Ensuite, on a d'autres commandes. Il y a le validate qui permet de valider la configuration. Plein d'autres commandes. Il y a aussi une commande pour formater tout le code. Donc, parmi les cas d'usage, le plus évident, c'est la création d'infrastructures cloud. Mais pas que. Par exemple, il y a un provider pour GitHub, par exemple, Terraform. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec?
Je peux créer plein de dépôts GitHub avec Terraform. On peut imaginer, je suis un prof, je dois créer des dépôts GitHub pour mes élèves dans le cadre de TP, par exemple. Je peux utiliser Terraform. Je prends la liste de mes élèves et Terraform va créer des dépôts automatiquement pour tous les élèves que j'ai, configurer tous les dépôts d'une certaine manière. Et une fois que le TP est fini, hop, je lance mon Terraform Destroy. Il peut supprimer tout pour moi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec Terraform. Et ça fait partie d'un des exercices que je propose dans le coaching Terraform. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, on peut aussi utiliser Terraform pour faire du déploiement applicatif. Il faut savoir que ce n'est pas le premier cas d'usage de Terraform, mais on peut faire du déploiement d'applications avec. Utiliser aussi Terraform, en fonction des outils qu'on a autour de Terraform, on peut appliquer des politiques. L'idée, c'est quoi? On peut dire, ah, quelqu'un ne peut pas déployer une base de données en prod si le mot de passe ne fait pas au moins 15 caractères. Donc ça, c'est des choses qu'on peut appliquer sur le plan d'exécution. Donc, on a des outils qui peuvent analyser à l'avance qu'est-ce que Terraform va faire pour dire, ah non, là, attention, tu ne respectes pas nos bonnes pratiques, donc on va bloquer le déploiement. Donc, si c'est des choses qu'on devait gérer différemment, ça allait être très compliqué à faire parce que les cloud providers ne fournissent pas forcément des mécanismes qui permettent en fait de vérifier les actions que les utilisateurs vont faire à certains détails près. Bien sûr, on peut mettre des policies qui vont restreindre les actions que les utilisateurs vont faire, mais on sera très vite limité. Ensuite, oui, quand on fait Terraform, on peut faire ce qu'on appelle de l'infrastructure as a service. Imaginez, vous êtes le DevOps d'une équipe. Vous avez des cinquantaines de développeurs. Vous n'allez pas vous amuser à aller déployer vous-même les bases de données, les infrastructures, les API de tous les développeurs. Ce n'est pas le boulot d'un DevOps, vous allez faire ça. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mettre en place des modules ou des composants qui sont réutilisables par les développeurs. Donc, ils vont juste prendre les modules qui les intéressent et déployer leur application. Donc, vous aurez tout encapsulé dans le module Terraform. Tout le monde est content avec cette approche. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans ma boîte. On a plein de modules que l'on maintient. Donc, un développeur veut déployer un nouveau service. Il prend le module, voici les paramètres, et c'est tout. Donc, c'est tout ce dont il a besoin de savoir. Donc là, je vais vous parler un peu des concepts fondamentaux. Comme je disais tout à l'heure, le concept principal en fait de Terraform, c'est le provider. Sans provider, Terraform ne sert à rien, dit autrement. Donc, c'est en fait, c'est le provider qui permet à Terraform de communiquer avec des fournisseurs cloud ou d'autres services. Donc, c'est là vraiment il y a la force de Terraform. Là, vous voyez à droite de l'image, là, je déclare deux providers. Donc, il y a le provider GitHub et le provider random. Donc, GitHub, vous l'aurez compris, ça permet de gérer des projets sur GitHub, des repos, plein d'autres choses. Et le random, ça permet juste de générer des mots de passe aléatoires ou des nombres aléatoires. Ensuite, il y a le registre Terraform. En fait, c'est là où on retrouve l'ensemble des providers des modules que la communauté met à disposition. Donc, la plupart des providers, peut-être 99%, sont open source. Donc, vous pouvez aller voir le code source. Donc, les providers sont écrits en Go avec les SDK que HashiCorp fournit. Donc, on a aussi le statefile. C'est une notion très importante. En fait, Terraform a besoin de savoir les ressources qu'il gère. Donc, c'est la base de données de Terraform pour dire autrement. Donc, c'est là où il va stocker la liste de toutes les ressources qu'il gère. Donc, le backend, c'est là où c'est le backend qui définit où est-ce que Terraform doit stocker ce file-là. On peut mettre en local. Donc, même moi, quand je travaille seul sur un projet, bon, je mets le backend en local. Mais dès qu'on commence à travailler à plusieurs, on va mettre sur S3 ou sur GCP. Donc, ça, c'est les bonnes pratiques de Terraform. Donc, une fois qu'on a défini le provider, le statefile, on a des ressources. Donc, si je reprends l'exemple que j'avais donné avec les dépôts GitHub, donc là, je dis juste à Terraform, crée-moi un ensemble de dépôts Git pour un ensemble d'utilisateurs que j'ai, et tu appelles chaque dépôt avec ce nom spécifique-là. Donc, je lance mon Terraform apply, et là, j'ai mes 50 ou 60 dépôts qui sont créés automatiquement pour moi avec Terraform.
Je n'ai pas à aller utiliser l'API de GitHub moi-même. Bien sûr, je peux faire avec l'API de GitHub. Il faudra que je gère le cycle de vie. Donc, si je vais modifier l'ensemble des projets, etc., il faudra que je code tout ça. Terraform est en mesure de faire tout ça pour moi de manière automatique. On peut imaginer aussi, peut-être qu'il y aura des petits malins parmi les élèves qui vont aller modifier la configuration de certains projets pour faire certaines choses. Si moi, je relance Terraform est en mesure de dire, ah, attention, il y a peut-être ce projet-là qui a changé par rapport à ce que moi, je connais. Est-ce que tu veux que j'annule les modifications qui ont été faites à la main? Donc, Terraform est en mesure de faire ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le drift. Donc, quand l'infrastructure qui est déployée ne correspond plus au code qu'il y a dans Terraform, on dit que l'infrastructure a drifté. Et Terraform est en mesure de voir cela quand je lance mon Terraform Plan Apply et de corriger cela. Donc, comme Terraform peut gérer des ressources, il peut aussi récupérer des informations sur des ressources. Donc, c'est ce qu'on appelle des data sources. Donc là, je récupère juste un projet GitHub. Donc, ça me donne les informations sur le projet GitHub. Donc, là, c'est le projet GitHub de Terraform lui-même. Et ça, c'est l'organisation GitHub que je récupère. Donc, comme je disais, on peut modulariser des ressources. Donc là, c'est juste un exemple tout simple de module lambda qui est fourni par la communauté. Donc, avec peut-être une dizaine de lignes de code, je peux déployer une lambda fonction sur AWS parce que des gens ont créé des modules avec tout le nécessaire pour builder le projet, faire tout ce qu'il y a à faire pour me déployer une fonction lambda. Donc, quelques bonnes pratiques. Bon. Une fois qu'on a commencé à faire du Terraform, la question qui va se poser, c'est comment nommer mes fichiers, des trucs comme ça. Donc, il y a des conventions. Donc, je peux parler de ça rapidement. Donc, par convention, on a des fichiers main.tf, on met les ressources principales du projet. Les variables, on peut mettre dans le fichier variable.tf. Donc, il y a les outputs. Les outputs, c'est quoi? Ce sont les informations que l'on affiche à la fin de l'exécution de mon Terraform. Donc, ça peut être récupéré par d'autres projets Terraform, plein d'autres choses comme ça. Donc, le fichier terraform.tf, c'est juste, c'est là où on va, par exemple, mettre la configuration de nos backends et de nos providers. Ça fait que c'est juste des conventions, c'est des bonnes pratiques. Peu importe la manière dont je nomme mes fichiers Terraform, ça n'a pas vraiment d'importance, à quelques exceptions près. C'est juste pour qu'il y ait une certaine organisation dans le projet. On va essayer de suivre ces bonnes pratiques-là. Donc, quand j'utilise des providers aussi et des modules, on va mettre des versions, parce qu'ils peuvent avoir des breaking chains dans les providers. Au mieux vous fixer les versions. Donc, quelque chose qui est très, très important, malheureusement, qui se fait encore un peu partout, c'est de ne pas mettre de mots de passe et de secrets dans le code sur GitHub. Donc, on va préférer utiliser des variables d'environnement qu'on va récupérer de manière dynamique lors de l'exécution. Donc, on va préférer aussi utiliser un backend distance sur S3, par exemple, quand on travaille à plusieurs sur un projet. Toujours formater son code avec FMT, Terraform FMT. Et il y a un site qui est pas mal, qui reprend la plupart des bonnes pratiques que je viens de citer, qui donne plus de contexte sur ces bonnes pratiques-là. Donc, la présentation elle-même sera disponible après, donc vous pourrez aller voir sur le site. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, maintenant, je vais parler un peu de la certification et du coaching que nous, on propose. Alors, il faut savoir que Terraform a une première certification qui s'appelle le HCOP Certified Terraform Associate. C'est le premier niveau de certification de Terraform qui fait un focus sur une compréhension des concepts de base. Donc, c'est un peu ce que j'ai expliqué là tout à l'heure, mais ça va un peu plus loin. Donc, les commandes principales, init, plan, apply, il faudra les maîtriser pour passer la certification. Que la certification demande une certaine expérience pratique. Donc, vous serez amené à connaître certaines options des commandes spécifiques et savoir qu'est-ce que les commandes font. Donc, comme je disais, ils attendent de toi que tu connaisses un peu Terraform, que tu aies un peu fait du Terraform. Donc, tout ce qui est bonne pratique de gestion des secrets. Donc, pas de secrets dans le code. Les secrets qu'on met dans les secrets que Terraform va lire sont quand même stockés dans le site file. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut connaître aussi. Le travail en équipe sur un projet Terraform.
Parce que très souvent, vous allez travailler à plusieurs sur un projet Terraform. Donc, il faut savoir comment gérer ça, les bonnes pratiques. Donc, par exemple, il faut que quelqu'un crée une pull request. On va voir son plan, voir ce qu'il va faire avant de merger sur la branche principale. Donc, il y a la certif qui va vous challenger sur tous ces aspects-là. Et aussi, HashiCorp a son propre offre de service autour de Terraform qu'ils appellent le HashiCorp Cloud Platform. En gros, c'est quoi? Au lieu que moi, je lance Terraform depuis ma ligne de commande, donc c'est eux qui vont lancer Terraform pour moi sur leur propre machine. Ils vont me donner une interface graphique assez jolie avec la liste de toutes les ressources que je gère, etc. Donc, pour lancer mon Terraform. Dans la vraie vie, on n'a pas forcément besoin de ça. Quand on travaille, même en équipe, on peut s'en sortir avec GitHub Action, GitLab CI ou Jenkins, même si vous voulez. Mais la certification va vous challenger sur la connaissance de leur service à eux. Parce que on peut les comprendre, ils veulent vendre aussi leurs services. D'ailleurs, leur service coûte assez cher. Il y a d'autres concurrents sur le marché. Mais bon, sachez que voilà, donc c'est quelque chose à connaître pour l'assertif, même si dans les faits, il y a peu de chances que vous l'utilisez. Donc, l'assertif fait à peu près 1 heure. C'est 57 questions de mémoire. C'est des questions à choix multiples. Il n'y a pas de point négatif si vous répondez mal à une question. C'est en anglais. Il faut connaître un peu l'anglais. Ça, on ne va pas y échapper. Elle est valide 2 ans. Dernièrement, elle coûtait 70 dollars, donc à peu près 44 000 francs CFA. Donc, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi passer la certif? Déjà, la certif vous fournit déjà une bonne connaissance des concepts de base de Terraform. Donc, elle vous donne aussi un esprit critique pour connaître un peu les limites de Terraform, dans quel cas il est pertinent d'utiliser Terraform ou pas. Comme toutes les certifs, celle de Terraform ne fait pas exception à la règle, ça reste une certaine reconnaissance professionnelle. Une entreprise qui voit quelqu'un qui a une certif et quelqu'un qui n'a pas une certif pour des profils équivalents, on va dire qu'il y a de très fortes chances que vous soyez pris par rapport à la personne qui n'a pas cette certif. Même moi qui ai 8 ans d'expérience, qui fait Terraform depuis 2017, je vois encore quand je postule à des offres, on me demande « Ah, est-ce que Mohamed, tu as la certif Terraform ?» Alors que je n'ai plus à démontrer que je sais faire du Terraform, mais bon, ça met quand même l'entreprise en confiance. Donc, c'est la même chose avec les certifs GCP, Azure ou peu importe. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à avoir. Au-delà même de dire « Ah, c'est bon, j'ai la certif », moi, quand je passe une certif, ce n'est pas pour passer une certif. C'est aussi un moyen d'apprendre une nouvelle technologie, parce que ça me force à aller apprendre des choses, à me préparer pour passer l'examen. Donc, même si je n'ai pas la certif, j'aurais quand même appris quelque chose qui va me servir. Aussi, bon, ça fait toujours plaisir aussi de dire qu'on a passé la certif sur LinkedIn. On ne va pas se mentir là-dessus. Alors, en termes de coaching, qu'est-ce que nous on fournit? Donc, on vous accompagne pour passer la certif Terraform. Donc, vous aurez accès à un coach expérimenté certifié sur Terraform. Bon, c'est en l'occurrence moi. Donc, j'ai préparé une trentaine d'exercices assez pratiques. Je se base en fait sur le contenu de la certification et des cas réels. Quand je dis cas réels, donc c'est des exercices pratiques qui représentent ce que moi j'ai eu à faire durant ma carrière chez différents clients, où j'ai eu à déployer des projets Terraform de A à Z, mettre en place des pipelines CI/CD. Donc, j'essaie de coller le plus à la réalité et ne pas imaginer des cas que vous n'allez jamais rencontrer dans la vie. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire des sessions hebdomadaires de 2 heures pendant 8 semaines. Donc, il y aura 45 minutes où je réponds à vos questions sur les exercices que vous aurez à faire si vous avez des points d'homme, si ce n'est pas assez clair là-dessus. Donc, je vais prendre mon temps pour vous expliquer tout ça. Donc, l'idée aussi, c'est de prendre du temps pour vous présenter les concepts qui vont vous aider à faire les prochains exercices. Ou si vous avez des points spécifiques, des concepts qui ne sont pas clairs, je serai là aussi pour vous aider. Et aussi, bon, il y aura 15 minutes à la fin où je vais vous parler des exercices de la semaine qui suit. Si vous avez d'autres questions aussi,
je vais répondre. Donc, c'est une occasion qui, personnellement, je trouve très intéressante pour quelqu'un qui souhaite passer l'assertif Terraform, qui souhaite un peu être différent des centaines de candidats qu'il y a sur le marché en ce moment. Vu que c'est une certif assez orientée pratique, bon, je pense qu'il faut avoir un minimum d'expérience, un minimum avoir pratiqué Terraform pour passer l'assertif. Là, maintenant, je vais vous faire une petite démo. L'idée, c'est quoi? On va déployer une petite application serverless à partir de zéro. Donc, je vais partager tout mon écran après. Donc, l'idée, c'est quoi? Donc, le contexte. Déjà, ça, c'est un exercice qu'on m'a demandé de faire il y a quelques années durant le processus d'entretien d'une entreprise. Donc, j'ai un peu simplifié le contexte, mais on m'a dit, tiens, Mohamed, voici ce que tu dois faire. On a une entreprise qui a migré sur AWS, tu dois déployer un site web pour eux sur AWS. Donc, imagine l'architecture, tout le processus de déploiement. On veut juste que tu nous affiches un site web avec une image qui est gérée sur AWS avec les dernières technologies, etc. Donc, ça, c'est un cas concret qu'on m'a demandé durant des processus quand je passais des entretiens dans une entreprise. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai fait tout le projet. Donc, j'ai fait un truc entièrement serverless. Donc, j'ai une application web. Donc, c'est du SPA, Single Page Application, que j'ai fait en Angular. Donc, il communique avec une API. Donc, c'est l'API Gateway d'AWS. Et derrière, on a une fonction lambda qui se connecte à une base de données DynamoDB. On a aussi pour le monitoring, les logs vont dans CloudWatch. Bon, ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu AWS. Ensuite, le site web, les fichiers statiques, c'est du CloudFront. Derrière le CloudFront, on a un bucket S3 qui est là. Ensuite, on a les logs aussi d'accès à CloudFront qui vont dans un autre bucket S3. Donc, voici l'architecture du projet. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, je vais partager tout l'écran. Alors, le projet, vous allez le trouver sur GitHub. Je vais vous mettre le lien après. Ce n'est pas un problème. Alors, je pense que vous devez voir mon terminal. Donc, ça, c'est mon idée. Donc, le projet, il est là. Donc, c'est plein de petits fichiers Terraform. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Tout est bien expliqué dans le projet sur GitHub. Mais je vais juste vous expliquer concrètement qu'est-ce que je fais dans le projet. Donc, ça, c'est un exemple typique de projet où je fais du multi-cloud. Quand je dis multi-cloud, c'est je fais de l'AWS et de l'OVH. Donc, l'idée, c'est quoi? J'ai mon autre domaine, hedera.io, que je gère chez OVH parce que ça coûte moins cher. Donc, je vais déployer un site qui utilise mon autre domaine sur OVH, mais toute l'infrastructure de mon application est sur AWS. Donc, OVH aussi fournit leur propre provider que je déclare ici. Donc, ça, c'est les providers un peu utilitaires. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, je vais vous montrer dans mon compte AWS, vous voyez, il n'y a rien. Donc, ça, c'est des fonctions lambda. Côté bucket et store, sinon, je pense que là, il n'y a rien. CloudFront aussi, il n'y a rien dans le projet. Donc, j'ai déjà cloné le projet en local. J'ai déjà fait l'initialisation. Bon, ça prend un peu de temps, mais je vais quand même vous le lancer. Donc là, mon projet est initialisé en local. Donc, comme je disais, je vais juste faire un Terraform plan. Donc, la Terraform va me dire, ah, est-ce qu'il y a des ressources qui sont déployées qui correspondent à ce que moi, je vais faire? Il me dit, ah, il y a 42 ressources à ajouter, rien à changer et rien à détruire. Donc là, il me met des outputs. Donc, je vais juste lancer ça. Donc, je fais mon Terraform apply. Donc là, en même temps, quand je fais le apply, il me fait le plan en même temps. Donc, je regarde. Bon, là, il y a beaucoup de ressources. Donc, je fais juste yes. Donc, la Terraform va aller créer toutes les ressources pour moi sur AWS. Donc, moi, j'ai pratiquement rien à faire. Donc, on va aller sur la console AWS. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Et on va voir. Donc, je vais aller voir mes buckets. Voilà. Déjà là, il vient de créer 2 nouveaux buckets pour moi. Vous voyez bien l'heure, il est 21h37. Donc, je ne vous mens pas. Donc, il y a 2 buckets qui viennent d'être créés en live ici. Donc, le processus est toujours en cours parce qu'il y a la distribution CloudFront qui prend un peu de temps. Je ne sais pas s'il a déjà créé la fonction lambda. Oui. Donc,
On a aussi une fonction lambda qui vient d'être créée automatiquement pour nous. Donc, je peux aller voir, c'est du Python. C'est un truc assez basique. Ça se connecte juste à DynamoDB et ça récupère des données. Donc, ça, c'est le code de la fonction lambda. J'ai aussi créé une base de données DynamoDB. Donc, tout ça, c'est en train d'être fait en même temps que je vous parle. Donc, il y a ma table DynamoDB qui est là. J'ai mis DevOps User. Donc, ce que j'ai fait, j'ai aussi créé des utilisateurs fake en live directement avec Terraform. Donc, je peux voir la liste des utilisateurs que j'ai créés ici. Donc, c'est juste un nom un peu random. Donc, chaque utilisateur a un ID, une adresse et un nom. Donc, tout ça, c'est Terraform qui a fait pour moi. Donc, j'ai juste lancé une seule commande et je n'ai plus rien d'autre à faire. Donc là, on va juste attendre qu'il finisse de créer la distribution CloudFront. Bon, ça peut prendre 2-3 minutes en fonction du contexte. Donc, le code, il est assez simple. Donc, j'ai mis plusieurs fichiers. Donc, j'ai essayé un peu d'organiser mes fichiers Terraform par composant, on va dire. Donc, ici, là, j'ai ma fonction lambda avec le module. Donc, j'utilise un module de la communauté. Je lui donne juste les différents paramètres. Donc, ça, c'est la description de ma fonction lambda. Donc, ça, c'est d'autres ressources. Donc, pour créer une base de données DynamoDB, ça se résume à ça, quelques lignes de code. Et Terraform fait tout le nécessaire pour moi. Donc, c'est ici que je rajoute, par exemple, les utilisateurs, les faux utilisateurs de mon application que je lis à travers un fichier. Donc, un projet aussi, je peux définir des variables. Donc, voici à quoi ressemblent des variables. Donc là, j'ai mis EOS 3. Donc, ça, c'est Paris. Donc, toute mon infrastructure est déployée à Paris, par exemple. On va juste voir s'il n'a pas fini. Non, il n'a pas encore fini. Donc, ça, c'est une structure classique qu'on peut retrouver d'un projet Terraform. Donc, la partie front-end, je l'ai mis dans le même projet. Donc, c'est un Angular assez classique. Il n'y a rien de compliqué dedans. Donc, les petites astuces que j'ai fait dans ce projet. Donc, l'idée pour moi, c'est juste d'utiliser Terraform pour faire tout, pour créer l'application et déployer l'application en même temps. Donc, comme j'ai mon application dans le même projet, à chaque fois que je build mon front-end, je fais npm run build. Donc, ça va me générer des fichiers. Donc, si Terraform détecte qu'il y a des modifications sur les fichiers, il va se lancer pour faire le déploiement. Donc, ça fait que si je lance Terraform 2 fois, si je n'ai rien changé, Terraform ne va rien faire. Il est en mesure de lire les fichiers de mon application front-end et de dire, ah, là, Mohamed n'a rien fait, donc pas la peine que je déploie ces modifications-là. Donc, j'ai aussi rajouté quelques fonctionnalités en plus pour invalider le cache CloudFront. Ce CloudFront, comme c'est un CDN, donc un CDN se trouve tout fait pour cacher, pour mettre en cache des ressources. Donc, avoir des mécanismes comme ça directement inclus dans Terraform, ça peut être vraiment pas mal du tout. Je pense qu'on va attendre encore 1 ou 2 minutes le temps qu'il crée les ressources. Mais vous voyez, donc là, il est en train de créer à peu près 42 ressources de mémoire. Donc, imaginez si je devais faire tout ça à la main depuis la console AWS. Donc, ça, c'est un seul environnement. Donc, dans la vraie vie, on a plusieurs environnements. Donc, Dev, QA, Staging, Prod. Donc, j'aurais multiplié les 42 ressources là par 4. Donc, si je veux faire des modifs sur tous les environnements, je vais devoir faire ça au moins 4 fois. Comme je disais, on peut mettre en place des scripts qui vont faire ça, mais il faudra maintenir ces scripts. S'il y a de nouvelles ressources, s'il y a de nouveaux paramètres à gérer, ça peut être assez compliqué à gérer sur le long terme. Donc, ça, c'est un des gros avantages quand on a des outils comme Terraform qui peuvent vraiment tout faire pour nous. On va juste attendre. Bon, voilà. Donc là, c'est terminé. Donc, ça aura pris à peu près 4 minutes 50. Donc, en sortie, j'ai un lien. Donc, si le DNS veut bien marcher, donc parfait. Donc là, j'ai mon application qui est déployée. Je vais vous mettre le lien en même temps. Je pense que vous devez voir le lien dans le chat. Donc là, c'est une application qui vient d'être déployée. Donc là, c'est juste la page d'accueil de Angular quand j'ai rien fait. Donc, je déploie en même temps l'image de l'application. Donc là, j'ai mis, hop, et j'ai rajouté un petit bouton en fait qui permet de récupérer les données qui sont dans la base de données.
Donc ça, c'est la liste des users que vous avez vu depuis tout à l'heure, que vous avez vu dans mon DynamoDB. Donc, si je relance Terraform à nouveau, là, il ne va rien faire parce que je n'ai rien modifié. Donc, si je veux modifier, allez, on va peut-être modifier un truc tout bête, juste pour vous montrer qu'est-ce que je peux modifier. Alors, je vais juste modifier la description de ma fonction lambda. Hop. Donc, je modifie ça, je relance mon Terraform. Et là, vous allez voir, Terraform a vu que j'ai juste modifié la description de ma fonction lambda. Il va me proposer de modifier que la description. Donc, je fais yes. Là, hop, il a modifié la description. S'il veut bien finir. Voilà, donc là, c'est terminé. Donc, si je veux détruire aussi tout mon projet, je fais juste Terraform, destroy. Donc, je ne vais pas le faire là, je vais le laisser tourner, mais voici. Donc là, si je fais yes, il va supprimer les 42 ressources. Bon, je ne vais pas le faire là, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc, si je veux déployer sur le même projet 4-5 fois, c'est très facile à faire, quoi. Donc, ça, c'est vraiment une des puissances de Terraform. C'est tu peux assez facilement déployer un projet de A à Z en 2-3 lignes de commande. Donc, le projet est disponible sur GitHub. Je vais vous mettre tous les liens après. Et voilà, grosso modo. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Mais est-ce que vous avez des questions? Ok, je lis que je vais commencer de haut en bas. Je vois une question de Adama Sissoko qui demande si on peut utiliser plusieurs. Yep, tout à fait. Dans l'exemple que je viens de montrer, j'utilise le provider OVH et le provider Terraform, plus d'autres petits providers pas très importants. Donc, si je veux, j'aurais pu aller créer des ressources sur Azure ou même sur GCP dans le même projet. Donc, c'est vraiment ça l'une des plus grandes forces de Terraform, c'est de pouvoir faire du multi-cloud ou tout ce que vous voulez dans le même projet. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, je lis la question de Cédric. Si Terraform me permet de faire de l'infra de façon globale, encore permet de tout faire de l'IAM. Alors, Terraform, c'est surtout pour gérer des ressources. Donc, il peut tout faire, bon, pas tout, mais supposons que je dois créer des ressources. Ça peut être des rôles IAM ou des bases de données, des machines. C'est là où Terraform intervient. Maintenant, pour tout ce qui est aspect CI/CD, donc Continuous Integration et Continuous Deployment, Terraform ne fait pas ça. Donc, si je veux builder mon application, peut-être que je fais du Java avec Maven. Donc là, ce n'est pas Terraform qui va me lancer mon Maven ou lancer les tests unitaires de mon application. Ça, non. Ce n'est pas le boulot de Terraform. Donc, tu vas lancer tu peux utiliser les services d'AWS, Code Pipeline et tout ça, ou GitHub Action ou Jenkins. Donc, eux, ils vont lancer le build, les tests de ton application. Donc, si tu fais du Docker, donc tu vas builder une image Docker que tu vas pousser soit sur Docker Hub, soit sur ECR ou d'autres registries de conteneurs. À ce moment-là, tu peux utiliser Terraform pour déployer le conteneur là. Donc, si c'est du ECS, donc, tu as des ressources ECR sur AWS, là où tu peux utiliser Terraform pour déployer la nouvelle version. Donc, tu donnes juste la version de l'image à Terraform et Terraform va déployer cette image-là en utilisant les API de AWS. Mais tout ce qui est avant construction purement CI, ce n'est pas le boulot de Terraform. Donc, Terraform peut faire la partie CD, mais dans une certaine mesure, tu peux déployer certaines applications avec Terraform, mais si tu veux faire des choses très poussées, faire ce qu'on appelle du blue-green deployment ou du canary, là où tu veux vraiment avoir le contrôle sur le pourcentage de trafic que tu mets à jour, ça, ce n'est pas le boulot de Terraform. Il y a des outils mieux adaptés pour ça. Okay. Il y a une question de Joël.
Il demande quelle est la différence entre Ansible. Oui, ça c'est une très bonne question. C'est une question qu'on retrouve assez souvent sur Internet et on trouve plein d'articles là-dessus. Alors, Ansible, c'est un outil de configuration d'infrastructure as code, mais le boulot d'Ansible, c'est de configurer des serveurs. Supposons que j'ai un serveur, je reprends mon exemple que j'ai donné, je veux mettre du Nginx là-dessus, installer Python, Docker, etc. Donc, c'est là où Ansible intervient. Donc, j'écris mon playbook Ansible. Donc, c'est des fichiers YAML et je lance Ansible. Ansible va se connecter en SSH sur les machines dont j'aurais donné les IP, le user, le mot de passe ou la clé pour aller installer ces outils-là sur la machine. Donc, Terraform, d'un autre côté, si je prends le cas de AWS, c'est Terraform qui va créer ces machines-là. Il va juste créer ces machines, mais ce n'est pas elle qui va se connecter sur les machines-là pour aller installer les composants dont j'ai besoin. Donc, c'est un peu ça la grosse différence. Terraform est mieux adapté si je veux gérer le cycle de vie de mon infrastructure. Et la configuration même des machines, etc. Si je gère des machines, ce n'est pas Terraform qui va le faire. Donc, on va utiliser Ansible, Chef ou Puppet pour le faire. Ok. Comment Terraform peut nous aider en tant qu'administrateur système et réseau télécom? Oui, ça c'est une bonne question. Alors, ça va dépendre du contexte dans lequel tu te trouves. Supposons, tu peux être dans un contexte purement data center avec ton cloud privé, peu importe. Si c'est de l'OpenStack ou du VMware que tu fais, il y a des providers Terraform pour ça. Supposons que tu devais aller créer des interfaces réseau sur ces outils-là, tu peux utiliser Terraform pour ça. Donc, il faut savoir que Terraform reste assez générique. Donc, tant que dans le contexte que tu as, les services que tu utilises fournissent des API pour gérer la configuration que toi, tu aurais fait d'une autre manière, techniquement, tu peux utiliser Terraform. S'il y a des gens qui ont fait des providers Terraform pour ça. Je sais qu'il existe pour tout ce qui est VMware, OpenStack. Là, côté réseau, j'imagine qu'il doit en avoir. Ce n'est pas un domaine que je maîtrise, mais je pense qu'en creusant un peu, il y a peut-être des providers Cisco ou des choses comme ça qui traînent, qui vont te permettre de configurer en fait toute ton infra. Donc, si ce n'est pas possible avec Terraform, il y a peut-être des modules Ansible qui vont peut-être te permettre de faire ça. Je pense que c'était la dernière. OK. Quelles sont les technologies? Bonne question. En fait, Terraform, c'est un outil simplement pour atteindre un but. Donc, si je me retrouve à faire du Terraform sur AWS, bon, il faut un minimum que je connaisse AWS. Ça, cela va de soi. Je ne peux pas te dire que, en fait, comme je disais, Terraform en tant que tel ne sert pas à grand-chose si on ne l'utilise pas avec des providers. Donc, si moi, en tant que DevOps, je veux m'intéresser à AWS, donc ça peut être pertinent que je fasse de l'AWS avant de vouloir faire du Terraform avec AWS. Parce que faire du Terraform avec AWS, ça suppose que je connaisse un tout petit peu les concepts d'AWS. Mais dans le cas de la certification, pas besoin d'être expert sur GCP, AWS, Azure, peu importe. Donc, ça reste assez agnostique, on va dire, du cloud provider que tu vises ou des connaissances que tu as. Dans les exercices que j'ai mis en place, j'ai essayé de ne pas trop faire de l'AWS. Donc, vous allez trouver tout ce qui est purement Docker là-dessus ou du GitHub. Bon, je pense que tout le monde connaît un peu GitHub. Parce que la certif ne va pas attendre à ce que tu sois expert sur GCP ou peu importe. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais sous le DevOps, de manière générale, il y a des concepts qu'il faut un peu maîtriser.
Donc, quand on parle de CI/CD, test continu, il faut savoir un peu de quoi on parle, savoir déployer une application de A à Z à partir de GitHub Action, Jenkins ou peu importe. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire indépendamment de Terraform. Oui, la certif est agnostique du cloud provider. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est la seconde certif. Ils ont une certif professionnelle qui est sortie il y a peut-être 2-3 mois. Là, ça va un peu plus dans le dur où ils vont s'attendre à ce que tu connaisses AWS. Mais pour cette certif-là, c'est pas grave si vous n'avez jamais fait de la AWS, du GCP, de Azure ou peu importe. Vous serez en mesure de pouvoir passer la certif. Donc, n'hésitez pas, ou s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre les liens en même temps. Donc, ça, c'est le projet que je viens de déployer sur Terraform. Je vais convertir la présentation en PDF après, s'il y en a qui sont intéressés. Cool. Bon, il nous reste 5 minutes. Je sais pas si Kadiatou, tu veux rajouter des choses. Sinon, on va attendre un peu quand il y a des gens qui sont en train d'écrire la question, qui sait. Cool. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur GitHub, peu importe. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, il n'y a pas de problème. Oui, je vais mettre la présentation. Je vais convertir en PDF. Je pense qu'on va envoyer à la liste des gens qui se sont inscrits par mail certainement. Bon, je vais essayer de le faire tout à l'heure. Oui, Terraform peut t'aider à configurer Code Pipeline parce que je crois que Code Pipeline doit être disponible. Je regarde en live. Hein. Ce n'est pas un truc que j'utilise assez souvent, Code Pipeline, mais oui. Voici, je t'envoie le lien directement dans le chat. Donc, le provider Terraform pour AWS supporte Code Pipeline. Donc, si tu veux configurer même ta pipeline avec... tu peux configurer ton Code Pipeline avec Terraform pour le coup. Donc, voici une ressource qui te permet de faire ça. Est-ce que pour être DevOps, il faut développer? Bonne question. Dans DevOps, il ne faut pas oublier la première partie du mot, c'est dev. Je ne dis pas qu'il faut savoir développer. Bon, j'ai envie de dire oui, il faut savoir développer un minimum. On ne te demande pas d'être un crack, d'être ingénieur en programmation, mais tu seras amené à souvent faire du développement. Ça peut être développer des scripts pour automatiser certaines tâches. En tant que DevOps, tu es amené à travailler avec des développeurs, à les aider. Donc, il ne faut pas oublier ce pourquoi on est là, pour aussi aider les développeurs à mettre en place leur pipeline. Donc, si tu n'es pas dev, ça peut être souvent que tu comprennes les problématiques des devs. Donc, ça aide beaucoup d'être développeur. Moi-même, j'ai été développeur à la base avant de switcher un peu sur tout ce qui est aspect Ops. Donc, je vois au quotidien quand je parle avec les développeurs, on se comprend un peu mieux parce que j'ai été un peu à leur place quand je voulais déployer mon application, comment gérer la configuration. Donc, disons que ça aide beaucoup. Aussi une demande, c'est une question que nous avons discutée ce matin sur un groupe de votre avis. Donc, j'imagine que tu parlais du fait d'être développeur, c'est ça? Bon. Oui, si c'est ça, ma réponse est oui. Encore une fois, il ne faut pas être un génie
en programmation, connaître tous les design patterns qui existent sur Terre, mais ça aide beaucoup. Donc, je travaille avec plein de DevOps. Il y en a qui viennent du monde du dev, il y en a qui viennent du monde purement Ops. Je vois la différence entre les gens. Donc, moi, personnellement, je ne code pas beaucoup au boulot. Mais quand il m'arrive de coder, donc j'essaie d'appliquer les mêmes principes de développement que j'ai appris et ne pas juste créer des scripts Python, Bash qui sont pas maintenables. Donc, c'est pas le but. Donc, pour répondre simplement à ta question, moi, j'aurais dit oui. Mais ce n'est pas indispensable. Donc, si on vient du monde de l'Ops, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de savoir bien coder et pas juste coder des scripts à l'arrache qui ne sont pas testés ni rien, quoi. Oui, en fait, je n'ai pas parlé de DevSecOps parce que pour moi, DevOps, il y a la sécurité qui est déjà incluse dedans. Moi, je suis dans un domaine, c'est la finance, on gère l'argent des gens. Donc, je peux te dire que côté sécu, accès aux ressources, on le fait par défaut. Donc, la question ne se pose pas, en fait, pour moi. Après, oui, il y en a qui rajoutent le DevSecOps. Je pense que c'est juste des termes. Mais fondamentalement, la sécurité, genre, tu le fais, quoi. Il y a pas à se dire, ah, je vais coder mon truc et puis dans 3 ans, je vais faire la sécurité. Non, tu le fais dès le départ, quoi. Oui, on utilise OpenTofu. Pour le moment, c'est plus ou moins la même chose que Terraform. Les deux n'ont pas encore divergé. Parce que nous, on utilise OpenTofu parce que l'outil que l'on utilise pour déployer Terraform n'est pas en mesure d'utiliser la dernière version de Terraform pour des problèmes de licence. Donc, on n'a pas trop le choix. Mais grosso modo, c'est la même chose que Terraform. Après, elle commence à rajouter des options supplémentaires qu'il n'y a pas dans Terraform. Et pour le moment, passer la certif Terraform, tu pourras faire du tofu, quoi. C'est la même chose. OK. Bon, nickel. Il est 22h. Je pense que tout le monde doit être un peu fatigué. 22h en France pour le coup. On va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'espère surtout que la présentation vous aura été utile et que vous aurez appris des choses au moins. Je pense que c'était un de mes objectifs. Je reste joignable sur LinkedIn. Euh, voilà. Donc, si vous avez des questions sous l'assertif, Terraform, Cloud, peu importe, donc n'hésitez pas. Je suis assez actif sur LinkedIn quand j'ai du temps. Vous pouvez trouver aussi mes projets sur GitHub. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Ciao. Oui, je vais mettre mon LinkedIn. Alors, le replay, je pense que oui. Je vais confirmer avec Kadiatou après. S'il va partager le replay, je mets mon lien LinkedIn là, par la même occasion. Je sais que ça intéresse. Tac. Voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. À plus.